Madame l'inspecteur d'académie, mon général, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis requis de vous présenter quelques réflexions sur le thème que j'ai proposé, le citoyen civil. Mais ce qui m'a d'abord interpellé, comme on dit aujourd'hui, c'est le titre a priori un peu énigmatique de cette journée, de la citoyenneté au civisme, puisqu'on réunit dans le même titre deux choses tout à fait différentes dont je vais rappeler justement les caractéristiques. Tout d'abord, la citoyenneté est un statut, c'est-à-dire un ensemble de règles qui précisent des droits et des obligations à l'égard des individus qui constituent, disons de manière plus ou moins homogène, la nation. Cette citoyenneté, nous le savons, depuis 25 siècles, a évolué. Avant de s'imposer assez tardivement, il faut le dire, dans les pays européens, elle a évolué aussi dans son contenu, qui intègre aujourd'hui non simplement des droits politiques, mais également des droits économiques, sociaux et même aujourd'hui écologiques. Toute différente est la notion de civisme, qui désigne non pas un statut de règles, mais une manière de se comporter, une sorte de morale collective dont on pourrait essayer de détailler les impératifs. Et on dirait que d'ailleurs, souvent, notamment dans l'institution scolaire, le rappel à la loi se ramène à une sorte de leçon de civisme qui est une forme de morale collective qui serait supposée nous unir tous. Nous voyons donc bien qu'il y a une grande différence entre le premier concept et le second. Et on nous apprend à l'université à ne pas mélanger des choses différentes, si on veut comprendre. Alors, comment sortir de cette contradiction ? Eh bien, précisément par ce petit mot tout simple qui relie citoyenneté et civisme, puisque c'est le mot de la citoyenneté au civisme. Et donc, cela traduit un mouvement qui va d'un point à un autre, qui part du statut objectif des droits et qui arrive au domaine des valeurs. C'est donc ce que je vais essayer de traiter avec vous dans le temps qui m'est imparti, en prenant, disons, trois angles ou trois points de vue qui sont d'abord le plus simple, c'est de partir des définitions selon le droit de ce qu'est la citoyenneté pour voir en quoi, même déjà dans le droit, le civisme est présent. Puis, dans un deuxième temps, m'interroger sur les moyens par lesquels on peut passer de l'un à l'autre. Et enfin, dans un troisième temps, essayer de réfléchir aux valeurs que ce mouvement implique pour passer d'une norme à un comportement. Premier temps, si vous voulez, la citoyenneté selon le droit vers le civisme politique. Il est peut-être nécessaire de s'interroger sur d'abord ces fameux droits du citoyen. Et j'obtiens toujours un franc succès quand, dans des conférences ou des formations que j'assure, je me livre au petit exercice que, rassurez-vous, je ne ferai pas ce matin, mais c'est de me dire quels sont les droits du citoyen. Évidemment, contrairement aux apparences, on est bien surpris, parce qu'il n'y a aucun texte en France qui soit le détail des droits du citoyen. Alors je sais très bien, vous allez tout de suite me dire, mais monsieur, il y a la déclaration de 1789, justement, des droits, en effet, du citoyen, mais aussi de l'homme. Et la plupart des droits que nous pensons spontanément être les droits du citoyen sont des droits de l'homme. On me dit toujours obéir à la loi, payer ses impôts, respecter les règles. Attendez, mais même les étrangers sont obligés d'obéir à cela. Ce n'est pas propre aux citoyens. Donc nous voyons bien que dans notre culture, il y a une lacune. Et malheureusement, et je le mesure dans les journées où je participe, c'est un peu gênant qu'on ne sache pas aujourd'hui quels sont les droits du citoyen. Eh bien, il faut un petit détour, dont les juristes sont spécialistes. Il faut aller chercher ces droits dans le code pénal. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'article 131-26 nous indique quels sont les droits de citoyens que l'on peut ôter par une décision de justice. Et donc, c'est par cette opposition, ce que l'on peut vous retirer, que je sais quels sont les droits de citoyens. Il y en a 5.
Et ces 5 droits propres aux citoyens français, et pas en général aux droits de l'homme qui vivent sur notre territoire, sont tout à fait intéressants parce qu'ils nous tracent le profil du citoyen tel que le droit l'a imaginé. Je vais sur les 5 en éliminer un qui ne nous intéresse pas beaucoup et qui est d'ailleurs, peut-être moins important, c'est le droit d'être curateur ou tuteur, qui ne va pas nous intéresser beaucoup, mais qui est réservé aux citoyens. Donc je vais retenir les 4 droits importants. Et je vais essayer de voir chaque fois en quoi chacun de ces droits est porteur de civisme. Premier droit, ça tout le monde le dit, c'est le droit d'être électeur passif et actif, c'est-à-dire le droit de voter et le droit d'être élu. Ce droit, qui est présent dans toute la conscience nationale, il est évidemment emblématique de ce qu'est la citoyenneté, puisque depuis la déclaration de 1789, il est affirmé comme pratiquement le moyen fondamental de participation à la vie politique et à la nation. Je voudrais pourtant préciser que ce droit se diffracte de plusieurs manières. Bien sûr, il y a le droit d'élire les députés, les sénateurs, le président de la République, mais aussi, on l'oublie, toutes les collectivités territoriales, les régions, les départements, même aujourd'hui les métropoles, les villes, mais également les conseils d'administration dans les établissements publics, dans les conseils d'écoles et de collèges, sans oublier l'élection des députés européens, qu'on oublie en général, et les référendums. Autrement dit, ce droit de vote, ce droit d'élection, il est peut-être, dans cette première fonction, un marqueur de la citoyenneté. En quoi cela intéresse le civisme ? C'est que voter, ou a fortiori se faire élire, c'est abolir ce qui pour chacun d'entre nous est propre à son individualité. Quand je vote, à plus forte raison quand je me fais élire, je mets en œuvre non pas ce que je désire, mais ce qui serait bon pour la société. C'est certainement Jean-Jacques Rousseau, XVIIIe siècle, qui a le mieux saisi ce qu'était cette opération intime du vote et qui, là, nous ramène au civisme. Le vote n'est pas simplement un engagement vis-à-vis de la collectivité, bien évidemment. C'est aussi un engagement vis-à-vis de moi-même. Jusqu'à quel point je suis décidé à m'engager pour que vive l'intérêt général. Et ici, vous le voyez, le droit du citoyen par le vote est immédiatement investi dans ce que j'appellerais la moralité publique. En effet, j'en parlerai plus loin, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts privés. Il est d'une autre nature. Il suppose l'abolition de mes intérêts à courte vue, ou celui du groupe auquel j'appartiens, et la possibilité de penser au-delà de moi-même ou de mon groupe ce qui est bon pour l'ensemble. Comme le disait Hegel, c'est ce qui me permet d'accéder à l'universel. Le deuxième droit, c'est celui de participer à la justice. Et on l'oublie. Alors bien sûr, dans sa formule la plus solennelle, et on pense au procès d'assises, être élu, juré, et donc prendre la décision. On oublie que les jurés ne sont pas des gens qui assistent benoîtement à un procès, c'est eux qui décident et non pas les 3 magistrats du siège qui pourtant, en robe rouge, siègent dans ces procès. La justice dans notre pays, pour les cas les plus graves, est donc rendue directement par des citoyens tirés au sort. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres manières de rendre la justice qui est réservée aux citoyens. On oublie que la justice du commerce, à travers les tribunaux du commerce, la justice du travail, à travers les prud'hommes, sont des juridictions où les juges, qui ne sont pas des juges de métier, sont des citoyens élus qui acceptent de prendre sur leur temps une partie pour participer à cette fonction juridictionnelle. Et puis également les assesseurs du juge des enfants. Je pourrais aussi citer ce qui sont des juridictions minimales, les juridictions disciplinaires dans la fonction publique, qui sont aussi composées par des citoyens, je dirais, de la fonction publique. Alors, à quoi cette participation à la justice
peut nous renvoyer du point de vue du civisme. Précisément à ce que Aristote définissait il y a 25 siècles comme étant la justice. C'est deux choses. C'est donner à chacun ce qui lui est dû et restituer à chacun ce qu'on lui a pris. Eh bien, cette double opération, elle est au centre d'une conception très élevée au fond de la justice, distributive ou commutative, qui en fait une qualité particulière de l'humanité. Rarement, à mon avis, un droit de citoyen, le droit de faire justice, n'aura été aussi proche d'une qualité, être juste, et donc de la moralité civique. Le troisième droit des citoyens, c'est celui d'occuper un emploi public, et donc d'être fonctionnaire. C'est intéressant de voir que depuis des siècles, et pas simplement depuis la République, la fonction publique qui est réservée aux citoyens est considérée comme une mise à part dans un cadre tout à fait particulier, avec des règles tout à fait particulières qui ne sont applicables que pour les citoyens. Ce qui fait que le fonctionnaire, à la différence du travailleur, ne négocie pas son entrée par un contrat, ne discute pas sa rémunération, ne peut pas organiser comme il l'entend le service pour lequel il a été recruté. Bref, nous ne sommes pas dans l'entreprise privée. Et donc, il ne peut qu'adhérer à un ensemble de prescriptions objectives du droit administratif. Je le citais tout à l'heure et je le reprends. Hegel nous dit les fonctionnaires, dès le XVIIIe siècle et le début du XIXe, les fonctionnaires, c'est ceux qui accèdent à l'universel. Ils sont intermédiaires entre ce qu'il appelle la société civile et l'État. Et donc, comme intermédiaires, ils transmettent à l'État les demandes de la société civile, ils les transmettent en les transformant en intérêt public. Alors on voit bien qu'il y a là un lien très direct avec le civisme. C'est qu'en France, notre conception de la fonction publique, depuis la monarchie, est absolument différente de la conception anglo-saxonne. En Grande-Bretagne, en Amérique, au Canada, le fait d'être fonctionnaire, d'être un public servant, n'entraîne pas cette espèce de conception très élevée de la fonction. Et d'ailleurs, on peut passer dans le privé, comme on dit, revenir dans la fonction publique par des allers-retours très difficiles en France. Et donc, nous avons une conception peut-être presque religieuse, par sa moralité, de la fonction publique. On ne peut pas accepter qu'un fonctionnaire public se comporte comme n'importe quel travailleur. C'est qu'en effet, il n'est pas simplement représentant de la puissance publique, et les militaires le savent, mais il est représentant de l'intérêt public, et les enseignants le savent aussi. Et donc, les qualités morales, citoyennes, je dirais, sont non pas une possibilité ou un plus, elles sont la nécessaire participation du fonctionnaire à cet universel. Et donc le dévouement, l'abnégation ne sont pas des qualités rares, elles sont nécessaires pour entrer dans la fonction publique. Enfin, le quatrième droit, réservé aux citoyens, c'est le droit de porter les armes. Seuls les nationaux citoyens peuvent évidemment défendre la patrie en portant les armes. Vous savez que bien avant que la République ne s'instaure, dès les débuts de la Révolution, cette idée que les armées du roi étant parties à l'étranger, chef en tête, eh bien, comment allait-on défendre le nouveau régime, sinon avec les citoyens ? Et donc, par cette rupture avec la tradition aristocratique et avec le mercenariat, là, le nouveau système invente une possibilité à ce qui sera la République de se défendre en ne comptant que sur les membres de sa nation. Je n'ai pas besoin donc de faire de longs développements pour montrer en quoi ce droit de porter les armes est directement lié au civisme. Je ne peux pas être un citoyen si je n'accepte pas de défendre, y compris au péril de ma vie, les institutions grâce auxquelles je suis citoyen. Et donc, dans l'abnégation, et y compris le service de sa propre vie, de manière volontaire,
La qualité civique double ici le droit de citoyen de porter les armes. J'en ai ainsi suffisamment dit avec ce premier temps qui montre bien que déjà la définition des droits du citoyen double d'une certaine manière l'envers du décor qui est le civisme comme une sorte de qualité inhérente aux droits du citoyen. Je voudrais aborder dans un deuxième temps, avec un autre regard, les moyens d'être citoyen par le civisme. En effet, et tout le monde le sait, surtout depuis la Révolution, on ne naît pas citoyen, on le devient. Et on ne le devient qu'à l'âge de la majorité. Cela veut donc dire que la qualité de citoyen, à la différence de la qualité de national, n'est pas donnée par la naissance. Elle suppose une préparation. Elle suppose qu'on a été formé pour devenir citoyen. Pour reprendre l'image de Jean-Jacques Rousseau dans un texte malheureusement pas trop connu, il dit qu'est-ce que c'est qu'un peuple au départ? C'est un regroupement d'individus qui ont des choses en commun, mais des choses très diverses aussi qui les opposent. Bref, c'est un ensemble aléatoire. Ce n'est pas un peuple. Il faut transformer ce groupe en un peuple. Il faut l'instituer comme un peuple. Et c'est pour cela qu'il faut des instituteurs. Le mot vient de cette époque-là. Les instituteurs, c'est ceux qui ont en charge ce groupe informel, divers, bigarré, et qui va transformer ce groupe divers et bigarré en une nation de citoyens. Alors comment peut-on s'y prendre pour en effet opérer cette transformation? Je vous propose 3 regards. 1, la formation. 2, l'information. Et 3, le civisme en œuvre, nous le verrons, dans l'exercice des droits. Pardon. La formation est une évidence, car, comme je le disais, la citoyenneté suppose du savoir, mais du savoir pratique. Et c'est ce savoir pratique qui va éveiller, rendre possible le civisme. Il n'est pas hasardeux que dès le début de la Révolution française, la première question qui est posée, c'est celle de l'instruction. C'est de savoir comment précisément, comme l'avait dit Rousseau, on va transformer ces gens ignorants, divers, qui ne parlent pas la même langue, qui n'habitent pas sous les mêmes latitudes, on va les transformer en un peuple de citoyens. On va donc les éduquer. Éduquer, ça veut dire les élever. Tous les noms les plus prestigieux au tout début de la Révolution vont faire un rapport sur l'instruction. Ça va de Talleyrand à Rabot-Saint-Étienne ou à Condorcet, avec des idées très différentes. Ceux qui ne veulent parler que de l'instruction, laissant l'éducation à la famille et au milieu social. Ceux qui, au contraire, voudraient que l'éducation entre dans l'instruction, parce que les principes moraux et même religieux seraient nécessaires à la construction du citoyen. Bref, il y a débat dès le début de la Révolution. Mais là où, en tout cas, il y a consensus, c'est qu'il faut organiser la formation des citoyens. Il faut fabriquer des citoyens éclairés, c'est-à-dire capables de réfléchir et de décider. Et au fond, c'est, notamment avec Condorcet, le grand progrès et le grand projet des Lumières du XVIIIe siècle. C'est de faire le pari que l'on peut en effet faire accéder tous les membres de la société à la citoyenneté. Donc sortir de l'ignorance, sortir de l'égoïsme et penser autrement la vie en société. Et donc vous voyez comment dès le début, le civisme est inclus comme une sorte de moralité indispensable à l'exercice des droits. Même s'il faut attendre tardivement, pour des tas de raisons historiques que je n'ai pas le temps de développer, la fin du XIXe avec les lois de Jules Ferry, même s'il faut attendre encore plus tard avec un ministre, Jean-Pierre Chevènement, pour réintroduire à l'école les leçons dites de morale et de civisme, reste, si vous voulez, cette tendance lourde
qui est finalement d'être d'accord sur le fait que la citoyenneté, ça se prépare. Je voudrais simplement faire 2 petites observations. La première, c'est qu'on parle beaucoup des leçons de morale. Alors ça nous rassure, parce que la morale, c'est un certain nombre de prescriptions, c'est comme le droit, qui nous disent ce qu'il faut faire. Je préférerais qu'on fasse des leçons d'éthique. Oh, vous diriez, l'éthique, c'est le mot distingué pour parler de la morale. Que non. La morale, elle nous dit ce qu'il faut faire. Elle nous donne les règles. Tu ne voleras point. Il n'y a pas à discuter, on ne vole pas. Tu ne diras pas de faux témoignages, sinon tu seras puni. L'éthique, c'est tout à fait différent. C'est le moment où, entre 2 règles également respectables, il faut que je choisisse. Regardez, par exemple, les problèmes qui sont débattus aujourd'hui sur la fin de vie. C'est pas il faut à tout prix respecter une règle, non, il y a 2 règles. Est-ce qu'il est mieux de laisser mourir quelqu'un qui l'a demandé, ou au contraire, même contre son avis, le maintenir en vie? Et les 2 règles sont peut-être d'égale importance. Et à nous de choisir et de prendre le risque, éventuellement, de nous tromper. Or, je crois que ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est enseigner l'éthique dans l'école. C'est-à-dire dire, voilà, on est devant telle situation, il y a 2 possibilités, et engager un débat, une discussion, et c'est là le creuset du civisme. C'est pas appliquer une règle extrêmement rigide, c'est de dire je suis responsable parce que j'ai devant moi 2 voies possibles et c'est à moi de choisir. La deuxième interrogation que je voudrais faire sur cet apprentissage du civisme grâce à la formation, c'est qu'évidemment, le lieu apparemment le plus naturel, et ça a été rappelé par Madame l'inspecteur d'académie, c'est l'école, en tout cas depuis 1792. Oui, sauf que, je ne parle pas de l'armée, qui est peut-être un cas un peu particulier, mais pour l'école que je crois connaître, c'est quand même un peu délicat de rappeler ce qu'avait écrit Durkheim, ce sociologue qui invente la sociologie à la fin du XIXe siècle et qui dit, un peu tardivement, finalement je me rends compte que l'école dans laquelle j'ai été élevé, c'est la laïcisation des collèges des jésuites. Et que dès lors, on n'a pas inventé des disciplines, des manières d'être différentes. Et l'école, comme établissement public, est mal préparée structurellement à faire vivre l'interrogation, le débat, la discussion. Et on voit bien les difficultés qu'on a aujourd'hui, qui, pour ma part, tiennent en partie à la structure juridique. Vous comprenez qu'un établissement public, c'est la logique top-down. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui n'a pas été élu, qui a été nommé, c'est très bien, puis des professeurs qui ont été aussi nommés, et puis en bas, il y a ceux qui appliquent. Or, remarquez, on a trouvé des formules particulières pour l'association, des formules particulières pour les entreprises. On a chaque fois doté ces groupes de statuts particuliers. Pour l'école, on a recopié les établissements publics administratifs. Et il me semble que c'est aujourd'hui un frein pour pouvoir développer à l'intérieur de l'école des débats, des discussions, des prises de position, des possibilités pour les élèves d'être eux-mêmes gestionnaires de leur propre devenir, et que là, il faudrait réfléchir de manière un peu approfondie, sans tabou, à la manière dont nous pourrions faire de l'école, et je terminerai, vous verrez tout à l'heure par là, un lieu d'émancipation. Deuxième moyen, après la formation, l'information. N'oubliez pas que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès l'article 10 et l'article 11, l'article 10 grâce au pasteur Rabot Saint-Étienne de Nîmes, puis l'article 11, il est bien dit désormais, tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement, sauf à respecter l'ordre public. C'est un changement considérable vis-à-vis de l'Ancien Régime, où au contraire la règle c'est que le roi donne l'autorisation, et que sans autorisation on ne peut ni parler, ni écrire, et encore moins imprimer. La Révolution invente cette idée, à la limite dangereuse pour les partisans de l'ordre, que tout le monde peut en effet parler, écrire et imprimer librement. Et que donc, écoutez, je ne sais pas, la technologie... Je le mets sur vibreur, alors je ne comprends pas du tout. Bon, je reprends mon propos. La liberté d'information et d'expression
est considéré d'ailleurs par le Conseil constitutionnel comme une liberté fondamentale dans une république. Et donc, il est clair que l'information est aujourd'hui un élément central du civisme. Comment ? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes submergés par les informations. Nous avons à notre disposition, et dès le premier âge, des tas de canaux et de moyens par lesquels nous savons tout sur tout, c'est-à-dire que nous savons à peu près rien. Si nous ne savons pas trier, autrement dit, un des moyens par lesquels l'information nécessaire serait un vecteur du civisme, c'est d'apprendre à trier, c'est d'apprendre à écouter et à rejeter ce qui n'est pas clair ou qui n'est pas prouvé. La citoyenneté ici doit s'exercer comme capacité à résister aux apparentes évidences, à la répétition dans un monde où l'abondance des messages et des informations est un véritable défi. Passer de la citoyenneté au civisme par l'information, c'est en réalité donner à la citoyenneté la force du civisme, entendue comme la possibilité d'exercer son esprit critique. Et enfin, il reste un dernier impératif, c'est l'engagement. Ça a déjà été cité. Certes, déjà, nous l'avons vu par le vote et d'autres moyens, l'engagement est une sorte, je dirais, de droit inclus immédiatement dans le statut de citoyen. Soit que nous soyons titulaires de la décision par le vote, soit que nous déléguions à d'autres le soin de décider. Mais pourtant, pour conserver à la participation le caractère d'un droit, il faut bien évidemment que le vote ne soit pas obligatoire, et j'y tiens beaucoup. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un vote obligatoire, sinon l'aveu que les citoyens ne sont pas suffisamment formés, qu'on préfère qu'ils aillent faire un geste qui peut-être n'a aucun sens pour eux, plutôt que d'accepter que parmi les non-votants, il y a une question qui se pose dans la République, pourquoi ne vont-ils pas voter ? Et donc cela signifie qu'il faut travailler à la mobilisation des citoyens. Et c'est là où le civisme rejoint cette idée de l'engagement. C'est que, in fine, chacun est sollicité dans sa conscience par un certain nombre de projets. Toutes les opérations autour et après le vote nous rappellent cette idée que cet engagement n'est pas totalement gratuit, qu'il a de la valeur et qu'il va avoir un poids dans les décisions qui seront prises. Alors évidemment, cela veut dire que les citoyens vont choisir, que les citoyens vont, entre guillemets, s'engager dans un sens donné, dans les débats, dans les controverses, dans les choix qui seront faits. Débats avec les adversaires, mais débats avec mes amis et avec moi-même. Parce que, je rappelle ici ce que je disais tout à l'heure et que énonçait clairement Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, ce n'est pas simplement le contrat avec mes voisins et les autres, c'est le contrat vis-à-vis de moi-même. Je voudrais faire l'image d'un mariage. Le mariage, ce n'est pas simplement l'engagement vis-à-vis de mon conjoint, de ma conjointe. C'est d'abord l'engagement vis-à-vis de moi-même. Jusqu'à quel point je suis prêt à partager ma vie. C'est cela, le civisme du citoyen. Jusqu'où j'irai pour, ne considérant pas mon propre intérêt, mais celui de l'autre, pour partager une vie commune. Et donc, on le voit, la question de l'autre et de soi-même est intimement liée dans ce qu'on appelle l'engagement, qui n'est pas simplement cette œuvre oblative et généreuse à l'égard des autres, elle est d'abord une implication de moi-même vis-à-vis de moi-même. Je voudrais, pour terminer, entamer le troisième temps sur les valeurs qui se trouvent ici présentes dans ce passage du citoyen au civisme. Évidemment, je vais simplifier ce regard en vous disant quelques mots d'abord sur le rôle de la raison dans l'organisation de notre société, le rôle de la liberté, et enfin ce que j'appelle la civilisation citoyenne. La raison d'abord, dans les actes du citoyen. Évidemment, les actes du citoyen sont dans bien des cas des actes politiques, c'est-à-dire empreints de passion, et il est normal, parce que la vie politique, et je suis professeur de sciences politiques, c'est une vie de passion. Elle n'est pas réglée que par la raison. Il y a l'intérêt pour moi et pour mes proches, il y a mes ressentiments, il y a mon attachement, peut-être même mon admiration pour tel homme politique ou pour tel programme. C'est normal. Et les règles de la vie politique
disons, essaie de contenir cette passion. Mais il ne faut pas que la vie politique ne soit que passionnelle, qu'elle déborde sur des foules qui adulent un chef, qui suivent aveuglément des consignes et qui, sous prétexte de politique, donnent libre cours à leur colère quand ce n'est par leur haine ou leurs intérêts. Il faut donc faire un frein à ces passions. Et ce frein, moi je l'appelle la raison. Qu'est-ce que c'est que la raison ? Ce n'est pas une vague règle abstraite étudiée par les philosophes qui planerait dans les airs désincarnés. La raison, c'est l'effet de ma réflexion. C'est ce qui permet, dans un cas concret, de trouver la décision qui est compatible avec les intérêts du groupe dans lequel je me trouve. Autrement dit, peser le pour et le contre, argumenter, rencontrer celui qui n'est pas comme moi, éloigner l'intérêt privé au profit du bien public, voilà ce qu'est la délibération intime du citoyen, voilà ce qui est son accession à un niveau où il est possible d'écarter son intérêt immédiat pour penser l'intérêt collectif. Évidemment, un tel exercice n'est pas inné, il est même d'une certaine manière contre nature. Donc, il faut l'apprendre, dans la famille, comme dans l'école ou ailleurs, dans des groupes restreints comme dans des groupes plus larges. À l'école, par exemple, dans ce que j'appellerais une pédagogie active de la responsabilité, l'apprentissage du débat et de la décision, toutes deux raisonnées, me paraît capital. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la pente naturelle de l'institution scolaire. Il faut lutter pour arriver à passer ce cap d'une institution administrative pour faire vivre des pratiques qui ne sont pas spontanées dans ce milieu. Dans la société d'adultes, c'est encore plus vrai, parce qu'au-delà des votes formels, il faut pouvoir susciter d'autres lieux de débat, de discussion, de prise de responsabilité. On a beaucoup parlé de la démocratie participative. C'est un paquet qui cache des contenus souvent très différents et malheureusement pas toujours très positifs. Mais l'idée est intéressante. Comment faire en sorte que la démocratie ne soit pas simplement une démocratie de citoyens passifs, mais engagés par les décisions qu'ils vont prendre. Et il y a de multiples canaux aujourd'hui prévus par le droit pour permettre aux citoyens, et pas simplement dans les enquêtes d'intérêt public, leur permettre de prendre part à une décision sur un tracé de route, sur l'urbanisme, sur un projet de développement, sur l'urbanisation. Et donc, ce type de pratique-là encourage précisément ce qui sinon est la pente naturelle de l'éloignement du citoyen vis-à-vis de la chose publique. Il ne faut pas attendre le moment tous les 5 ans d'un vote ou d'être hypothétiquement tiré au sort pour les jurés d'assises pour se dire qu'on est en charge de la décision. Il faut proposer aux citoyens, en effet, cette participation concrète et près d'eux. La deuxième valeur à côté de la raison me paraît être la liberté. La liberté, vous savez, c'est peut-être le point central de nos institutions, ce qui fait la différence avec tous les autres régimes. Le problème, c'est que depuis au moins 200 ans, nous savons qu'il y a 2 formes de liberté. C'est Benjamin Constant qui avait, au début du XIXe siècle, tracé ces quelques perspectives. Il y a la liberté des anciens, c'est-à-dire celle des Grecs et des Romains, à laquelle nous référons, parce que c'est dans notre imaginaire, dans notre statuaire, dans nos tableaux. Une liberté qui, d'ailleurs, était collective et pouvait toucher tous les terrains, où l'intérêt de chacun n'existait plus, où même l'autonomie de chaque citoyen n'existait plus. Le groupe pouvait décider sur tout et de n'importe quelle manière. Évidemment, cette extension complète de la liberté des anciens pouvait, dans certains cas, être liberticide. Et donc, on a vu comment a succédé à cette liberté des anciens ce que Benjamin Constant appelle la liberté des modernes. C'est quoi? C'est, à partir du XVIIIe siècle, une liberté envisagée à partir de l'individu. Une liberté qui préserve un petit carré qui est ma personne, mon bien, ma famille, sur lequel, sauf exception, le groupe n'aura aucun pouvoir. Et cette liberté des modernes, qui permet certes la délibération, mais pour des champs extérieurs à ma propre famille,
elle est aujourd'hui généralisée. Malheureusement, elle a suivi souvent la pente d'une société du commerce, c'est-à-dire que je vais raisonner comme un entrepreneur qui sait que dans le cadre de son activité, il ne peut pas être touché et qui donc va essayer d'étendre ses privilèges. Aujourd'hui, je crois que le débat revient sur ce qu'est la liberté dans l'exercice de la citoyenneté. Bien sûr, nous n'allons pas revenir à l'agora des Grecs ou au forum romain. Mais nous pouvons envisager, parce que les moyens techniques le permettent, des mobilisations plus fréquentes et plus larges qu'il n'était possible de l'imaginer au XIXe et même au XXe siècle. Nous pouvons évidemment étendre le champ de la citoyenneté à des espaces qui jusque-là y semblaient réfractaires. J'ai cité l'école. On peut imaginer une école de petits citoyens. Mais aussi l'entreprise. Les lois Auroux, dans les années 82-83, avaient imaginé la citoyenneté dans l'entreprise. Et nous voyons aujourd'hui combien revient sur le devant de la scène cette idée que les travailleurs eux-mêmes, dans le cadre de leur entreprise, pourraient avoir à gérer une partie des biens et des décisions. Ça, c'est un civisme appliqué dans la vie de tous les jours et qui n'est pas reporté sur des échéances et dans des cadres majestueux, mais qui parle de la vie de tous les jours, dans des décisions qui concernent l'urbanisme, la culture, l'aménagement du territoire, l'aménagement du temps du travail. Cette liberté-là doit s'apprendre et se pratiquer, parce que sinon, on le sait, les intérêts à court terme et personnels envahissent le champ social. Et enfin, et je terminerai par là, dernière valeur de cette citoyenneté, ce que j'appelle la construction d'une civilisation civique. Alors, je voudrais simplement vous rappeler que le civisme, ou le citoyen, c'est un mot, civitas, civis, qui vient justement de civitas, la ville, la cité. Le citoyen, c'est celui qui a échappé à la barbarie de la campagne pour vivre dans un espace artificiel qu'on appelle la cité. Seuls les hommes vivent dans des cités, à la différence des animaux. Et donc la cité est le lieu propre de l'humanité et de la moralité de la vie sociale. Et donc, c'est inventé, notamment à partir du XIIe et du XIIIe siècle, de ce qu'on appelait la résurgence des villes, l'idée qu'à la ville, on vit autrement qu'à la campagne. Que la campagne, qui est le lieu de la barbarie, de l'oppression, de la nature, se substitue ici la volonté de l'homme, et que, comme le disait un proverbe médiéval, l'air de la ville rend libre. C'est-à-dire que quand je passe les portes de la ville, je deviens libre. Et que, habitant ce bourg, devenu donc bourgeois, je bénéficie de ce droit de banc qui me permet d'échapper aux contraintes de la campagne. Et on a même étendu ce droit de banc autour de la cité sur une couronne d'une lieue de large. Et on a créé la banlieue, c'est-à-dire cet espace qui normalement est à la campagne, mais qui va bénéficier, bien que hors les murs, de la vie de la cité. On remarquait qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est l'inverse qui se produit. La banlieue n'est pas la victoire du citoyen et du civisme sur la barbarie, elle est la barbarie qui rentre dans nos villes. Et donc, il nous faut réinventer cette idée, à mon avis importante, qu'on connaît, que nous avons là le signe d'une nouvelle civilisation très antique, puisque je parle du Moyen-Âge, et qui s'est développée, qui est d'opposer à la barbarie quotidienne des rapports sociaux possibles un côté réglé, civil, citoyen de la cité. Et c'est pour cela que je m'inscris en faux contre tous les protagonistes de ce qu'on appelle la défense de la culture. Je vais vous dire pourquoi. La culture, surtout à travers le prisme que lui a donné une certaine sociologie américaine, c'est un ensemble de prédispositions, de manières d'être, qui sont propres à un groupe et qui ont vocation à se répéter. Et la culture serait donc cet ensemble plus ou moins stable et réifié d'attitudes, de manières de penser, de manger ou de s'habiller, qui sont
tellement prégnantes dans un groupe que d'une part elles paraissent éternelles, et en tout cas qui font exception à l'idée de l'unité du genre humain. Et on voit bien comment aujourd'hui ce thème de la culture a prospéré. Les Français seront toujours les Français, les Anglais, et si j'ose dire, les Arabes resteront toujours des Arabes. Or, à ce thème de la culture qui réifie des sociétés et qui pense que jamais quelqu'un ne pourra changer, il faut substituer le terme de civilisation. C'est ce qu'avaient fait nos ancêtres du siècle des Lumières. Contre un pays qui était morcelé par des cultures différentes, par des histoires particulières, par des manières d'être qui pouvaient apparaître presque comme génétiques. Un Normand, un Alsacien, un Méditerranéen étaient par définition différents, et on nous le resserre encore aujourd'hui. Les hommes des Lumières se disent qu'il y a un projet qui permet de sortir de ces cultures réifiées et stabilisées en inventant un autre mode de vie qui est celui que va inventer la Révolution et plus tard la République. Et cela, il l'appelle l'œuvre de civilisation. La civilisation, à la différence de la culture, c'est quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est un progrès, alors que les cultures n'auraient que vocation à se répéter. Et c'est très important parce que lorsqu'au XVIIIe siècle, l'idée de la civilisation des Lumières se répand, il y a des pays qui résistent. L'exemple typique, c'est l'Allemagne. Les élites allemandes, qui voient qu'on recopie Versailles, se rabattent sur la Kultur, qui est notre vraie manière d'exister. Alors on mange de la choucroute, on s'habille comme ça, on est luthérien, et ça c'est l'avenir de l'Allemagne. Contre les élites qui disent, mais attendez, on peut dépasser, on peut aller au-delà de ce qui serait presque inscrit dans notre génétique. Ce combat, il est notre combat aujourd'hui. Parce que malheureusement, un de mes chers collègues américains, Samuel Huntington, professeur à l'université de Stanford, a inventé un livre que personne n'a lu, même un ancien président de la République, qui le citait pourtant, et qui s'appelle « Le choc des cultures ». Et qu'est-ce qu'il nous a inventé ? Quelque chose qui est archaïque. C'est que les Arabes seront toujours les Arabes, les Juifs des Juifs, les Français des Français, et les Chinois des Chinois. Et que donc il faut organiser le monde en fonction de cette répartition stabilisée des cultures, qui n'ont comme vocation, si elles se rencontrent, que de se battre. Eh bien, l'idée de civilisation permet de mettre fin à ce fantasme, malheureusement bien partagé par nos contemporains. Et au fond, la morale que je tire de cette usurpation ici de la notion de culture et la promotion que je voudrais de la notion de civilisation, c'est que la citoyenneté, précisément pour être un vecteur du civisme, c'est le pari que demain, nous pouvons fabriquer un avenir qui n'est pas la répétition du passé. C'est que demain, la société dans laquelle nous sommes puisse être plus libre, plus égale et plus fraternelle. Autrement dit, nos sociétés, aujourd'hui, doivent reprendre ce qui est la force de nos ancêtres des Lumières, il y a plus de 200 ans. Imaginez un monde où la liberté et l'égalité rendraient enfin possible la fraternité. Citoyens, citoyenneté, cité, civil, civilisation. Cette chaîne de mots qui appartient au même ensemble est le secret d'un projet cohérent. Et peut-être, me semble-t-il, le seul encore possible aujourd'hui. Je vous remercie.